Vous écoutez Radio France Internationale, il est 18h à Paris, 19h à Nairobi et à Gaza. Le journal en français facile. Nemo Ampis. Et à la une de ce journal du vendredi 3 mai 2024, nous sommes au Kenya où la vigilance est importante face à un cyclone qui s'apprête à s'abattre sur les côtes du pays. Vigilance alors que de violentes intempéries ont fait plus de 200 morts depuis le mois de mars. Vous entendrez dans un instant le président William Ruto. Parti des États-Unis, les mobilisations étudiantes en soutien à la population de Gaza se poursuivent dans le monde, au Mexique, au Canada, en Australie ou en Suisse. Et c'est le cas également en France avec les élèves de Sciences Po à Paris ou encore de l'école de journalisme de Lille. Et puis, comme chaque vendredi 3 mai, on célèbre la journée mondiale de la liberté de la presse. On s'intéresse particulièrement aux journalistes environnementaux. Ils sont 7 sur 10 à avoir déjà subi des attaques, des menaces ou des pressions en lien avec leur travail. Le début de ce journal en français facile au Kenya où un cyclone s'apprête à toucher les côtes du pays dans les 2 jours à venir. Une situation inquiétante, alarmante alors que le pays est touché depuis le mois de mars par de violentes pluies liées au phénomène climatique El Niño. Ce vendredi matin, le ministère de l'Intérieur a dressé un nouveau bilan de ces intempéries, faisant état de 210 morts, 90 disparus et près de 200 000 personnes déplacées. Ce matin également, le président kényan William Ruto a annoncé de nouvelles mesures. Gaël Lalex est à Nairobi pour RFI. Le président kényan le reconnaît, jamais le pays n'a affronté une catastrophe naturelle pareille. Idaya sera le premier cyclone à frapper les côtes kenyanes. Le cabinet présidentiel s'est réuni 3 fois cette semaine pour fournir un plan de réponse aux intempéries. William Ruto. Le gouvernement a identifié 178 barrages et retenues d'eau qui sont déjà pleins et présentent un danger imminent pour les populations avoisinantes. Des zones sujettes au glissement de terrain et coulées de boue dans plusieurs comtés ont été signalées comme extrêmement dangereuses et doivent être évacuées. Des avis de relocalisation ont été publiés. Les mesures que nous prenons aujourd'hui visent à répondre à l'urgence. Mais si nous voulons affronter cette menace sur le long terme, nous devons reconnaître le changement climatique et agir pour en inverser les effets. Autre mesure annoncée, le déploiement de l'armée et de la police pour encadrer les évacuations et distribuer de l'aide humanitaire. La rentrée scolaire a également été de nouveau reportée jusqu'à nouvel ordre. Pour autant, le président n'a toujours pas déclaré le statut de désastre naturel. Gaël Lalex, Nairobi, RFI. RFI 19h02 à Gaza, un nouveau bilan de la guerre. Le ministère de la Santé du Hamas annonce que 34 622 personnes sont mortes dans l'enclave palestinienne depuis le 7 octobre. Ce vendredi également, un dirigeant du Hamas accuse Benyamin Netanyahou de vouloir nuire à une trêve entre les 2 camps. Oussam Badran, membre du bureau politique, évoque notamment les récentes déclarations du Premier ministre israélien sur une éventuelle attaque terrestre à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Le dirigeant assure dans le même temps que le Hamas étudie toujours, je le cite, dans un esprit positif, l'offre de cessez-le-feu et les efforts menés par les différents médiateurs au Caire en Égypte. En parallèle de cette guerre à Gaza, les mouvements étudiants de solidarité envers la population palestinienne se poursuivent. Ils ont débuté à l'université de Columbia aux États-Unis avant d'atteindre d'autres pays, dont la France. Face à ces vagues de soutien, les services du Premier ministre ont encore promis aujourd'hui de la fermeté. Bonjour Marie Casadebé. Bonjour. La police est donc intervenue dans plusieurs écoles et universités pour évacuer les jeunes. Oui, près d'une centaine d'étudiants occupaient les bâtiments de la célèbre école Sciences Po à Paris depuis jeudi soir. Ils refusaient de sortir. La police est donc intervenue à la mi-journée ce vendredi pour les forcer à partir. La veille, un débat avait été organisé entre les étudiants et la direction, mais certains jeunes s'étaient dit déçus. En France, les manifestations étudiantes ont surtout lieu dans les écoles Sciences Po, à Paris donc, mais aussi en région, dans les villes du Havre, Dijon, Reims, Lille, Poitiers ou encore Lyon, où la police est également intervenue. Dans les campus universitaires, en revanche, la mobilisation est faible. À Saint-Étienne, dans le centre, par exemple, une quinzaine de jeunes seulement ont bloqué l'accès d'un bâtiment jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre. Exception dans certaines universités parisiennes, ce vendredi a été marqué par 2 manifestations, un rassemblement d'environ 300 personnes sur la place du Panthéon et quelques rues plus loin, l'Union des étudiants juifs de France invitait le plus grand nombre à une table du dialogue, un espace
espace de débat pour que toutes les positions puissent s'exprimer. Marie Casadebé, merci Marie. Et notre envoyé spécial Pierre-Olivier s'est rendu sur place, place de la Sorbonne, où se tenait cette table du dialogue. Les étudiants juifs ont tenté d'expliquer leur point de vue sur la question, mais aussi leurs craintes face à ce qu'ils considèrent comme une montée de l'antisémitisme, la haine des juifs. Le ton est parfois monté avec des étudiants pro-palestiniens. Une tension normale selon Samuel Lejoyeux, président de l'UEJF. Écoutez-le. Mais c'est génial que le ton monte. Mais oui, on n'est pas là pour lisser les problèmes. Il y a des désaccords frontaux, tout simplement parce qu'il y a de l'émotionnel extrêmement important dans cette question du conflit israélo-palestinien. Ça amène de l'émotionnel, mais on peut accepter d'entendre l'émotionnel de l'autre. C'est ça qui est important. Samuel Lejoyeux, président des étudiants juifs de France, au micro de Pierre-Olivier. Et c'est dans ce contexte de guerre à Gaza que la Turquie a annoncé hier jeudi la suspension de toutes ses relations commerciales avec Israël. Une nouvelle étape dans la dégradation des relations entre les deux pays. Ankara dit que ces mesures strictes seront appliquées tant que le gouvernement israélien n'autorisera pas un flux ininterrompu d'aide humanitaire vers Gaza. En 2023, les exportations turques vers Israël ont représenté 5,430 milliards de dollars. L'actualité du monde en bref, en Syrie, 15 combattants pro-régime ont été tués ce vendredi lors de 3 attaques contre des sites militaires qui ont eu lieu simultanément, c'est-à-dire en même temps. L'information est dévoilée par l'Observatoire syrien des droits de l'homme qui indique que ce sont des membres de l'organisation État islamique qui ont mené ces attaques par surprise dans le centre du pays. Et puis, Washington a condamné ce vendredi une campagne de cyberattaque attribuée à la Russie en Europe, notamment contre l'Allemagne, la République tchèque, la Lituanie, la Pologne ou encore la Slovéquie et la Suède. Dans un communiqué, la mission diplomatique russe en Allemagne dément de son côté des accusations sans preuve et infondées venues de Berlin. RFI, il est 18h07 à Paris, nous sommes le 3 mai 2024. Comme chaque année, on célèbre la journée mondiale de la liberté de la presse. Une liberté bien souvent bafouée, menacée, on l'a vu depuis le 7 octobre et la pratique du métier dans la bande de Gaza. Ce vendredi, un rapport de l'UNESCO met de nouveau en lumière cette situation. On peut y lire que 7 journalistes environnementaux sur 10 ont déclaré avoir subi des attaques, des menaces ou des pressions en lien avec leur travail. Pauline Glaise, bonjour. Bonjour. Et Pauline, cette situation se détériore encore. Et oui, meurtre, violence physique, arrestation, harcèlement en ligne ou encore poursuite judiciaire. Au total, plus de 300 cas ont été recensés entre 2019 et 2023 et cela représente une hausse de 42% par rapport aux 5 années précédentes. Alors pourquoi tant de risques ? Eh bien parce que le travail des journalistes environnementaux recoupe souvent des activités économiques très rentables, des activités qui rapportent beaucoup d'argent. Autant que le nombre d'attaques, le taux d'impunité alarme l'UNESCO. Au cours des 15 dernières années, 44 confrères travaillant sur ces dossiers ont été tués et à ce jour, seulement 5 condamnations ont été prononcées. Sur l'ensemble des difficultés, le rapport donne néanmoins quelques détails sur les profils des responsables de ces attaques. Un quart aurait été commise par des acteurs privés, la moitié par des acteurs publics. Pour ces dernières, il s'agit notamment de détentions, d'agressions ou d'attaques en justice. Au-delà des conséquences directes pour les journalistes visés, ce contexte semble aussi avoir un impact sur l'information. Pas loin de la moitié des journalistes environnementaux disent s'auto-censurer, ne pas donner toutes les informations dont ils disposent, par crainte de représailles contre eux ou contre leurs sources. Pauline Glaise du service environnement climat de RFI. Et en cette journée mondiale de la liberté de la presse, l'ONG Reporters sans frontières a dévoilé son classement mondial des pays. RSF alerte notamment sur les pays du Sahel en train de devenir, je cite, des zones de non-information libre. Le Niger notamment a chuté de 19 places dans le classement pour hériter de la 80e place, 86e place pour le Burkina Faso qui perd 28 rangs. Le Mali est lui désormais 114e selon le classement annuel de Reporters sans frontières. Et puisqu'on parlait environnement, cet après-midi, la Cour suprême du Népal a ordonné aux autorités de limiter le nombre des permis délivrés pour l'ascension de l'Everest et d'autres sommets de la chaîne de l'Himalaya. 478 permis ont été accordés l'année dernière. Un record, 18h09 ici à Paris. C'est la fin de cette édition.